Cerno, épisode 51. Raoul, vous avez toujours un couteau dans votre poche du coup ? Ah, là, j'ai un cutter. Hein. Donc depuis Thierry Paulin, vous avez toujours un couteau dans votre poche ? Ah non, le couteau, c'est vrai, j'aime bien le couteau. J'aime bien le couteau. C'est peut-être bien la mort. Boum, boum. Ça fait du bien. Elle me hante en fait depuis toujours. Il tuait comme d'autres vont au bureau. C'est ça la vie. Ah, ok. À Paris, on tue les vieux. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Non, c'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. Allô ? Notre société aime les corps jeunes. Et France gagne. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisé. Ben, l'être humain, c'est ça. 3, 2, 1. C'était une période un petit peu dure, mais après, je les ai oubliés quand j'ai su qu'ils étaient jugés. J'ai suivi un petit peu quand il est mort, Thierry. Il est mort. Quand j'ai su qu'ils avaient le sida et quand il est mort en prison. Voilà. Il y a l'autre Thierry qui est toujours vivant, je crois. Jean-Thierry. Jean-Thierry qui est toujours vivant, que je n'ai pas revu ni rien du tout. Raoul, vous avez un chapeau de paille, parce que les gens ils n'ont pas l'image, donc je vous décris. Vous avez un chapeau de paille, on devine quelques cheveux un peu grisonnants. Ah oui. Ils poussent, ils sont gris, allez, hop, on les laisse. Voilà. Le chapeau, je le mets parce que j'ai l'habitude, j'aime bien le côté campagnard, chapeau. Voilà, et surtout quand je travaille, je mets mon chapeau à cause du soleil, tout ça, c'est tout. Vous avez des yeux pétillants, toujours le sourire, un t-shirt blanc, un pantalon bleu de travail. Bleu de travail, oui. Vous, Raoul, à cette époque, donc on était en 84, j'imagine, vous étiez quel genre de jeune homme ? Un jeune homme qui... J'aime beaucoup les études. J'aime les études. La recherche. Et j'aime travailler en même temps. Et comme je dépendais de moi-même, j'étais libre, je dépendais de moi-même, il fallait que je travaille et en même temps que je suive mes études. Et il faut absolument que j'ai un chez moi tranquille. Et ces trois choses-là me demandaient beaucoup d'efforts et de concentration et de rigueur. Vous faisiez des études, vous vous destiniez à quoi ? Je voulais vivre, c'est tout. Je voulais vivre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'avais pas un but précis. C'est-à-dire, voilà, je vais faire des études pour faire professeur ou quelque chose comme ça. Non, je dis, je fais les études pour les études. C'est vrai, c'est bête. Mais c'est comme ça. Je faisais les études, pour le savoir. Et en même temps, je travaille, j'ai des capacités de travail qui sont un petit peu différentes et tout. Je travaille bien et facile. J'ai un côté technique et logistique inné. Donc avec ça, je travaille, mais en même temps, j'aime bien les études à côté. J'étais plus ou moins philosophe, disons. J'aime la philosophie, les études, les idées et tout, scientifique. Pourquoi vous étiez comme ça ? Je crois que j'étais hippie. Après les années 75 et tout, on n'était pas comme maintenant. On était des gens libres, on pensait tous à la paix. On croyait que le monde n'aurait plus besoin d'avocats, n'aurait plus besoin il y aurait plus de problèmes entre les gens. On avançait comme ça, on avançait vers la liberté. Maintenant, ça a changé. Ça s'est multiplié par -1. Donc vous travaillez beaucoup pour vos études, pour vous payer un logement. Vous aviez des parents ? J'ai mes parents, oui. J'ai mes parents, mais ils peuvent pas m'aider. Ils pouvaient pas m'aider. Un peu d'amour, déjà, c'est bon, mais ils pouvaient pas me donner de l'argent. À peine ce qu'ils gagnent, mon père, il vit avec, parce que j'ai d'autres frères et sœurs. Donc, moi, je me démerdais tout seul. J'ai pris la décision de partir de la maison et travailler et me démerder tout seul. Ils étaient où, vos parents ? Ils sont au Maroc, normalement. Marrakech, actuellement, mais maintenant, ils sont morts, déjà. Ouais. Et donc, vous avez décidé de partir tout seul en France ? J'ai pas décidé de partir tout seul. La vie, elle est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire, moi, j'étais un révolutionnaire un peu. J'étais toujours devant, gréviste et tout. On voulait un peu que le Maroc soit libre parce qu'il y avait Hassan II, il était un petit peu très spécial au niveau
politique, il était presque dictatorial. Et on n'avait pas beaucoup de liberté, de parole surtout, même si on peut regretter certaines choses qu'on a combattues ou un truc comme ça. Donc j'ai un ami dont l'oncle était divisionnaire de police, commissaire divisionnaire à Rabat et tout ça. C'est quelqu'un de très important au Maroc. Il est venu me voir, il m'a dit tu sais, il faut que tu partes d'ici, sinon tu vas aller en prison. Il m'a dit, c'est mon oncle qui m'a dit ça, parce qu'ils ont commencé à dire des choses contre moi, comme quoi j'étais un indicateur ou un truc comme ça. Ils préparaient un champ pour me ramasser. Il m'a dit, si tu veux, tu viens avec moi, on s'en va. On était dans le désert, on a passé une semaine dans le désert, et en rentrant à Marrakech, j'ai pris mes affaires, et on est parti. Avant, il n'y avait pas de visa. On est rentré directement, sans visa, sans rien. Ce qui fait que vous aviez quel âge ? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé ? Comment vous avez trouvé la France ? C'était très difficile parce qu'il y avait le mal du pays et tout ça. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, mais je l'ai combattu aussi. Et j'ai réussi quand même à m'installer, à me faire beaucoup d'amis, surtout à Paris. J'habitais à Paris et tout. Donc j'ai rencontré des gens formidables, des gens que j'aime beaucoup, que j'aime toujours, qui sont restés dans moi encore. Voilà. Les gens, avec leur gentillesse ou avec leur encouragement, qui peut, rien que 5 minutes, ça peut me relancer pour 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Et c'est resté comme ça, et je me suis installé. Je suis devenu plus français, mauvais français que mauvais français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, je connais un peu plus Paris, par exemple. Je connais très bien Paris. Les gens, il y a des Parisiens qui connaissent pas bien Paris. J'ai travaillé en tant que coursier et tout, donc je rentrais dans les cours de Paris, j'allais dans les grandes familles et tout ça. Je connais bien les restaurants parisiens. Mes amis, quand ils voulaient fêter quelque chose, c'est moi qui les appelais pour leur dire, voilà, allez dans ce restaurant, il est pas cher, il est bien, voilà ce qu'ils proposent et tout. Je commençais beaucoup à connaître. J'avais beaucoup d'amis. J'ai habité dans le 19e, Belleville et compagnie, 17e, voilà. Vous étiez un jeune homme plein d'espoir ? Force, ouais. Plein de force ? Ouais, oui. Je me voyais toujours dans la lutte. J'étais toujours dans la lutte. Je sais pas que c'était comme ça. J'étais toujours, jusqu'à même maintenant, je lutte toujours. Voilà. Contre quoi vous luttez maintenant ? C'est-à-dire, je lutte pour subvenir à mes besoins, c'est tout. Contre personne, mais pour travailler, pour faire ça, mais il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour... C'est-à-dire les choses ne viennent pas par elles-mêmes. J'aurais aimé qu'ils viennent plus souplement que ça, mais malheureusement, non. Les choses viennent quand même avec une certaine dureté. Il faut réellement se concentrer sur tout. C'est vrai que c'est difficile de gagner sa vie ? C'est difficile, oui. C'est très difficile de gagner sa vie. C'est-à-dire il faut se concentrer, il faut travailler, j'attends rien, moi, personne. Voilà. Il fut un temps aussi où je me suis marié. Et je travaillais tout seul, je commençais à accumuler des crédits et tout. J'avais peur, je me dis comment je vais m'en sortir. Heureusement, ma femme a trouvé du travail et les choses se sont passées différemment. Voilà. Et comment vous vous êtes retrouvé ici dans le Loiret ? Alors, je voulais plus vivre à Paris. J'étais à Asnières, j'étais au centre d'Asnières, j'avais un petit appartement de pièces, cuisine et tout. Et ils nous ont proposé une maison dans un HLM, des tours là-bas à Asnières. Donc j'ai pas aimé cette vie-là. Moi j'aime pas cette vie, j'ai pas aimé, je le dis. Voilà, merde. Faut le dire. J'ai pas aimé cette vie-là. J'ai décidé de partir de là-bas. Et pour partir, il faut quitter le travail. Et il faut quitter l'endroit. Donc j'ai cherché. J'ai préparé presque plus de 10 ans avant d'aller habiter à la campagne. Comment vous êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai ma petite famille déjà. Ma femme, elle travaille.
Moi aussi, j'ai changé de statut, je suis commerçant. Et je m'occupe de chez moi beaucoup. Moi, je m'occupe 70% de chez moi et ma femme elle s'occupe de 30%. Voilà, je fais tout à la maison. C'est moi, je fais à manger, je m'occupe des enfants, comme j'ai dit, et tout ça. Et j'essaye de rester toujours en pleine action. Je lâche pas, je travaille, je force, je lutte, comme je dis toujours. Voilà. Raoul, est-ce que vous êtes très différent du jeune homme que vous étiez quand vous travailliez à l'hôtel Laval? J'étais très jeune. Je connaissais pas réellement la vie parisienne. J'étais plus ou moins limité, mais j'étais toujours discipliné. C'est-à-dire, le sport, ça, je lâche pas. Le travail, je lâche pas. Ma chambre ou mon petit studio, je lâche pas. Et j'étais comme ça, c'est les principes, les points principaux sur lesquels je me base dans ma vie. Le reste, c'est les amis, c'est les sorties. Bien sûr, je sortais beaucoup. Je faisais la bringue, je m'en fous, je bois beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool et tout. Quand ça me chante, je bois jusqu'à l'ivresse. Après, je rentre chez moi, mais je fais jamais de conneries et tout ça. Donc. Mais maintenant, j'étais plus ou moins un peu ignare par rapport à maintenant. Maintenant, les idées se sont beaucoup plus développées et j'essaye d'avoir une vie plus retournée vers moi que vers l'extérieur, que vers le reste. C'est-à-dire? Je me suis un peu renfermé sur moi parce que je m'occupe de ma famille, de mon travail, je finis, je rentre, je prépare pour le lendemain, je regarde ce qu'il y a, ce qui manque, ce qui n'est pas bien, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et tout. Voilà, donc c'est toujours comme ça. Est-ce que la vie est belle? Moi, je crois que je vais jamais mourir. Oui, j'aime beaucoup la vie, j'aime bien la vie. Ouais. J'aime bien la vie, je veux bien vivre. Hein. Je veux bien vivre, mais je sais très bien qu'il y aura un moment où ça va commencer à baisser. Je vais peut-être devenir un peu moins féroce que maintenant, mais, mais j'aime bien la vie, j'aime bien la vie. Je ne me pose pas plus ou moins cette question-là. La vie est belle. La vie, elle est telle qu'elle est. Il faut la faire telle qu'elle est, point, c'est tout. Voilà. Comment vous expliquez qu'il ait fait ça, Thierry Paulin? Qu'il ait tué autant de femmes? Je crois que ça... Il avait l'air quand même vieux. Il avait bien posé sur lui. Hein. C'est pas un gamin qui jouait et tout ça. Ils étaient sérieux quand même dans leur truc, dans leur comportement. Ils vont lentement. Il avait les cheveux. Il mettait les cheveux blancs. Il a blanchi ses cheveux. Et en même temps, il tue les dames, les vieux. Donc, ce rapport de cheveux, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me dis, il doit avoir quelque chose qui ne va pas avec les vieux. C'est pour ça qu'il les tue. Je comprends pas le rapport avec les cheveux. Il s'est déguisé peut-être. Il s'est rapproché plus avec sa tête des vieux pour les tuer. Ah, parce que vous pensez qu'il s'est décoloré les cheveux pour se vieillir? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui prononce le mot vieillesse ou bien qu'il n'a pas aimé, mais qu'il a quand même ressorti sur sa tête. Voilà. C'est intéressant. Mais alors, parce que c'était la mode aussi, les cheveux blonds comme ça. Non, mais son pote n'a pas les cheveux comme ça. C'est intéressant comme réflexion. Son pote n'avait pas les cheveux comme ça. Lui, oui. C'était un malade? Oui, il était costaud. Hein. Costaud, il devait faire 90 kilos. Hein. Je veux dire, c'était un fou. Il était violent puisqu'il vous a frappé. Oui, il m'a frappé. C'est lui qui s'est jeté sur moi le premier. Mais je crois qu'il n'était pas malade. Il n'était pas malade du tout. Il n'était pas malade parce qu'il vivait, il était conscient de ce qu'il faisait, qu'il vivait, et il s'habillait bien, et il était propre sur lui. Donc, sa vie, elle est normale. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il était fou, il tuait les gens. Non, il a fait ça consciemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut de l'argent. Il veut de l'argent.
pour acheter de la drogue, pour les payer les 200 francs qu'il devait payer chaque jour pour son hôtel. Il ne pouvait pas travailler faire un travail normal, je veux dire un travail dans une usine ou comme tout le monde, que font les gens, ou du bâtiment ou n'importe. Il ne pouvait pas faire ça. Je crois qu'il se donnait de la valeur. Il était un petit peu hautain, comme on revient toujours. Et c'est ça je crois que s'il était hautain, il n'osait pas travailler, il ne se prenait pas pour quelqu'un de normal. Donc je crois qu'il se prend pour un prince ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Et du coup... Voilà, il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler, donc il tue les gens pour gagner de l'argent. Il s'est attaqué aux plus faibles, des vieilles dames, et il s'en sortait comme ça. Il a dit, c'est pas leur plan, je ne sais pas comment ils ont fait pour croire qu'ils vont rester éternellement à tuer les gens sans se faire prendre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Aujourd'hui, d'abord, vous allez rester manger avec nous. J'ai acheté des sardines. Des sardines, si vous voulez rester manger, ce serait avec plaisir. C'est gentil. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi vous êtes si attentionné ? Je suis marxiste. C'est ça ? Oui. Marxiste-léniniste. Voilà, c'est ça. Et alors ? Au fond de moi, ça. On veut que le monde soit tranquille, qu'il soit travailleur, et tout le monde vive plus ou moins bien selon son niveau psychique. Donc, c'est ça. Je veux cette vie-là. J'ai un potager que j'ai fait, là. Voilà. J'ai beaucoup d'animaux. J'ai des poules, des canards, des oies, des moutons. Mais vous dites, je voulais cette vie-là. C'est quelle vie ? La vie d'être plus ou moins autosuffisant, voilà. Au moins, pouvoir assurer ce que je peux assurer pour ma petite famille et pour mon environnement, parce que je pense aussi à mes voisins et mes voisines. Je m'occupe toujours de mes voisins. Si un voisin a besoin de quelque chose, la première maison à laquelle il pense, c'est ici. Il vient taper, je lui donne tout ce qu'il veut. S'il a besoin, je lui donne un coup de main. S'il a besoin, je ne laisse jamais personne tout seul. Vous montrez votre jardin ? Bien sûr, on peut y aller. Elliot, C'est qui, Elliot ? c'est le mouton, c'est le mâle. Et Isis, c'est la femelle. Ils sont là-bas, ils sont de l'autre côté. Et il arrive. Elliot. Regardez mon pommier. Vous avez plein de pommes. Voilà, c'est super. Le potager, il est au fond. Et devant là, il y a les poules, les canards, ici. Voilà, juste derrière le grillage. Voilà, c'est tout. Vous avez déjà tué quelqu'un ? Pas encore. Rentrez à la maison. Démarrez le guidage vers l'adresse du domicile de Contact Domicile. Je vais rejoindre l'autoroute. Et maintenant, je me remets sur la piste de Zita, l'ancienne femme de ménage de mon immeuble, donc. Veuillez suivre la route pendant 800 mètres. Alors hier soir, à la tombée de la nuit, j'ai croisé 2 concierges de mon quartier et je leur ai demandé si elles savaient où était Zita. Malheureusement, elles ont perdu sa trace. Mais elles m'ont parlé de sa sœur qui travaille dans plusieurs immeubles du quartier. Elle sort les poubelles. Donc j'ai les adresses, je vais essayer de la retrouver. C'est mon nouvel objectif pour obtenir des infos sur Mathurin quand il vivait au-dessous de chez moi. Préparez-vous à tourner à droite. J'approche de Paris. À suivre. Avant de nous quitter, je vous invite à participer à cette anti-enquête en vous rendant sur patreon.com/Cerno. Merci à tous ceux qui participent déjà et à Théo Boulanger pour sa musique et pour son écoute. À dimanche prochain, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ah oui, là.